Bismillah. Les ombres s'allongeaient dangereusement et l'édico devenait de plus en plus nerveux. Tapis dans son engin, les bras croisés sur sa poitrine, il surveillait le ciel qui s'assombrissait en même temps que la grille obstinément close de la propriété de Baney. Il était fatigué. Il sentait poindre une douleur à la tempe qui préfigurait le manque de rêve. Mais il était décidé à tenir. Les invités étaient tous repartis, à l'exception du conseiller Onegan, toujours retenu à l'intérieur du manoir. Ces curieuses accusations avaient activé une petite sonnette d'alarme chez le policier. Il sentait qu'il ne s'agissait pas simplement des paroles d'un homme en proie au chagrin, fût-il dépressif comme l'avait affirmé Baney. Quelque chose d'autre se tenait caché derrière, et l'édico voulait savoir quoi. Il fut soulagé d'apercevoir Onegan qui descendait enfin l'allée. Mais il n'était pas seul. Les cerbères de Baney l'encadraient étroitement et semblaient le pousser vers la sortie contre son gré. Onegan ne paraissait pas avoir dessoulé, mais une lueur de lucidité le faisait résister mollement. Il fut proprement jeté sur le trottoir et la grille se referma dans son dos. Le conseiller resta un moment indécis, hagard. Son regard terrifié naviguait du parking au ciel lacéré par les derniers feux du couchant. L'édico comprit qu'il ne trouvait plus ni son véhicule ni son chauffeur. Il revint en trébuchant vers le portail et s'y accrocha en sanglotant pitoyablement. Les vigiles s'en retournaient déjà sans lui adresser la moindre attention. L'édico crut le moment indiqué pour manifester sa présence. Il mit le contact et brancha ses projecteurs. Le conseiller pivota, mettant sa main en visière. Il se fait tard, conseiller, lança le détective par l'intermédiaire du mégaphone. Il serait plus prudent que je vous raccompagne. Le visage d'Onegan s'éclaira d'une expression de reconnaissance infinie. Il courut d'une démarche incertaine vers l'appareil et s'engouffra par le sas ouvert. Il essuya son front couvert de sueur. Bon sang, ce que j'ai pu avoir peur. Il dévisagea l'édico et le soupçon se peignit sur son faciès de bulldog fatigué. Vous êtes un divi, vous êtes des leurs. J'en doute, oncle Big. Oncle Big. Seul Martha m'appelait ainsi. Vous êtes Carson? Carson l'édico? Attention, vos amis reviennent, prévient le policier. Ayant surpris son initiative, les vigiles redescendaient le chemin en courant. L'édico leur adressa un petit signe ironique et mit le gaz. Il s'éleva jusqu'au niveau maximum de circulation, le moins fréquenté à cette heure, et enclencha sa sirène. Onegan parut s'affaisser sur son siège. Baney l'a fait exprès, gémit-il. Il a voulu me faire peur, mais j'ai compris le message. Sacré nom. À l'avenir, je la fermerai. Une pluie de rue se mit à étoiler le pare-brise. Un éclair cisaillait le ciel, annonciateur d'orage. Soudain, plusieurs ombres effilées fondirent les nuages ventreux. Seigneur, gémit Onegan, en se penchant des noctambules. Au même instant, les projecteurs du véhicule s'éteignirent avec un étrange sifflement. Bon sang, rebranchez vos lumières, qu'attendez-vous? La peur au ventre, l'édico s'y efforçait. Mais il eut beau maltraiter ses manettes, il n'obtint rien. Il jura entre ses dents. Merde, quelqu'un a saboté le système. Quoi? Plusieurs créatures avaient déjà repéré le véhicule isolé et à grands coups d'aile s'élançaient dans son sillage. Vous devez leur échapper, glapit Onegan. À votre avis, que croyez-vous que j'essaie de faire? Les noctambules gagnaient du terrain et la faible vélocité de la voiture de police ne pouvait rivaliser avec eux. Sa maigre avance se réduisait comme peau de chagrin. L'édico vira dans la 88e rue aux façades désespérément grises, talonnées par des ombres avides. À hauteur du musée des armées, il laissa son appareil décrocher brutalement de plusieurs niveaux. Sa prouesse ne désarçonna pas, pour autant, ses poursuivants, qu'ils drainaient de plus en plus nombreux dans son sillage. Ceux-ci eurent tôt fait de recoller, effleurant la carlingue de leur remise membraneuse. L'édico se crispa sur le manche. À ses côtés, le conseiller Onegan s'accrochait tant bien que mal en tentant de museler sa nausée. L'une des créatures
parvint à s'accrocher à la portière. Une fraction de seconde, son faciès grimaçant se colla à la vitre. L'édico remonta d'un coup. Traversant un faisceau de projecteurs, la pâle clarté inonda le cockpit, le noctambule poussa un cri et disparut dans un nuage de fumée pestilentielle. Le policier vira sur sa gauche, s'enfonçant dans la nuit noire. Qu'est-ce que vous faites, bon sang s'inquiéta Oneghan. Vous vous éloignez des zones éclairées et c'était notre seule chance. Je ne contrôle plus cette fichue machine. Les commandes s'étaient durcies. Les instruments indiquaient d'improbables paramètres et les voyants rouges clignotaient de toutes parts. Naviguer dans ces conditions relevait du suicide. À tout moment, l'engin pouvait percuter un immeuble. Pour couronner le tout, les moteurs se mirent à octer. Le sang de Lédico se glaça. Il donna un coup de poing désespéré sur le tableau de bord. En même instant, une masse imprécise emplit son champ de vision. Quand il réalisa qu'il s'agissait d'une tour du secteur détruit, il n'eut que le temps d'infléchir sa trajectoire sur la gauche. L'appareil effleura la colonne de pierre avec un raclement assourdissant et partit en vrille. Lédico s'efforça de maîtriser la chute, mais le manche était devenu aussi figé que s'il avait été coulé dans du béton. Le Divi parvint in extremis à redresser le véhicule avant l'atterrissage. Celui-ci toucha durement le sol et, emporté par son élan, traversa toutes sortes d'obstacles indistincts qui, par chance, cédèrent sous l'impact et ralentirent sa course. Il percuta un éboulis et s'immobilisa enfin. Lédico s'ébroua. Un filet de sang lui coulait de la lèvre. Il se tourna vers son passager, passablement groggy, et le secoua. Il faut filer d'ici et vite. Oneghan ouvrit des yeux étonnés, sans lui laisser le temps de recouvrer ses esprits. Le policier repoussa le sas gondolé d'un coup de pied et l'attira à l'extérieur. Nous sommes fichus, gémit le conseiller. Ils vont nous avoir. Fermez-la. Cessez de parler et surtout de penser. Il entraîna son compagnon d'infortune à travers les ruines. Il repéra une colossale statue guerrière, couchée sur le flanc, la bouche grande ouverte, sur un cri muet, semblait offrir le meilleur abri pour l'instant. Il s'aplatit derrière les dents carrées rangées par la rouille. Il savait ce refuge dérisoire, que les noctambules auraient tôt fait de les débusquer. Mais il n'avait pas d'autre alternative. Peureusement, tapis derrière lui, Oneghan gémissait. Lédico saisit son revolver et vérifia son barillet. 5 balles lumineuses, pas une de plus. Il faudrait toucher la cible à tout coup. Peut-être serait-ce suffisant pour persuader les prédateurs de chercher des proies plus faciles. Lédico frappa sa tempe de la paume de sa main. La douleur vrillait son crâne avec de plus en plus d'insistance. Il risqua un coup d'œil au dehors sans déceler le moindre mouvement. J'ai été impressionné par votre sortie aux funérailles. Tout à l'heure, lança-t-il à l'intention du conseiller. Apparemment, elle n'a pas été du goût de tout le monde. Vous croyez que c'est le moment de parler de ça? Je crois qu'il n'en est pas de plus indiqué. Vous avez dit, je sais ce dont vous êtes capable, que la vérité devait être révélée. Quelle vérité? À quoi faisiez-vous allusion? À rien du tout. J'étais ivre. Je savais plus ce que je racontais. Banet a voulu me donner une leçon, et je l'avais méritée. Vous mentez, conseiller. Ce n'est pas à vous d'en juger. Vous n'êtes rien. Divi. Sortez-nous de là. C'est tout ce qui importe. Lédico se retourna vers l'homme politique et le saisit par le col, plongeant son regard jaune dans le sien. Qu'imaginez-vous, Oneghan? Je connais mon cher beau-papa. C'est un homme sans scrupules, rongé par le désir de puissance. Je l'ai vu à l'œuvre. Il n'a pas seulement essayé de nous intimider ce soir, il nous a tendu un traquenard. Mon véhicule a été saboté dans l'espoir que je m'écrase. Même si nous nous en tirons, ça ne sera que partie remise. Aussi, à votre place, je cracherai le morceau, c'est le seul moyen pour vous et moi d'avoir une chance de vivre demain. Vous croyez qu'ils nous laisseront faire? Vous êtes naïf. Oneghan partit d'un rire nerveux. Satané bon sang. Nous sommes là coincés dans ce trou à rats, à la merci de ces saloperies de noctambules. Et tout ce qui vous importe, c'est de connaître un secret d'État qui ne vous concerne en rien. Kerson Lédico fronça les sourcils. Un secret d'État? Mais parlez, Oneghan. Vous pensez profiter de la situation pour me tirer les vers du nez? Ricana oncle Bill. Banet a raison. Vous n'êtes qu'un imbécile. Il s'agit d'un secret tellement énorme, mon petit, que si je dis un mot, un seul, je suis mort.
Et vous aussi. Nous sommes déjà morts, vous et moi. Nous sommes devenus gênants. À vous de me dire pourquoi et je vous protégerai. Me protéger, railla Onegam. Elle est bien bonne. Nous allons tout bonnement crever ici et vous parler comme si nous étions dans l'une de vos fichues salles d'interrogatoire. La vérité, conseiller, dites-moi seulement la vérité. La résistance du conseiller parut soudain se fissurer. Il baissa les yeux et lâcha dans un murmure. Nous ne sommes plus prisonniers sur Archivis. Nous ne faisons plus l'objet de la moindre surveillance. Aucun satellite ne nous surveille. Banet a négocié en secret avec la coalition. Tous les contrôles ont été levés. Nous ne risquons plus les moindres représailles car nous avons été jugés incapables de représenter une quelconque menace. Mais tout cela a été tenu secret. L'édico dévisagea son interlocuteur complètement abasourdi. Vous voulez dire que nous sommes libres, que vous et moi nous pourrions quitter Archivis n'importe quand, mais pourtant ils agissent comme si de rien n'était. Les consignes de la propagande, tout n'est que propagande, l'édico. On peut faire croire aux gens ce qu'on veut dès lors qu'on se présente dans un écran de télévision. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi? Pour continuer de gouverner. Voilà pourquoi. Un gouvernant ne sait que gouverner. Il se nourrit de sa propre puissance comme une hydre de son venin. Banet veut poursuivre son règne. Il est notre maître à tous. Le reste lui importe peu. Il a des idées pour le futur, de terribles idées. Au même instant, l'édico perçut un mouvement dans l'obscurité. Une fraction de seconde, il distingua un regard oblique, un corps ductile. Il fit feu. Un piaillement terrible vrilla le silence. C'en fut trop pour les nerfs d'Onegam. Bousculant le policier, il se rua hors du refuge et se mit à courir comme un fou parmi les décombres. Arrêtez, revenez, espèce de dingue. L'édico voulut s'élancer sur ses traces, mais il fut stoppé net. Une véritable horde de noctambules planait en rase-motte au-dessus des décombres. Il vida son chargeur, abattit plusieurs des immondes prédateurs, puis le percuteur claqua à vide. Le conseiller Onegam disparut sous un linceul d'ailes noires, la mort dans l'âme. Le policier se replia dans la mâchoire. Il constata avec effroi que les noctambules se tournaient maintenant vers lui. Vite tes pensées, se conjura l'édico. Vite ton esprit. Il s'efforça de mettre cette belle résolution en pratique, mais la peur suintait par tous les pores de sa peau. Les créatures se pressèrent sur le seuil de son refuge. D'une démarche malhabile et dandinante, se chamaillant pour obtenir le privilège de lui donner le coup de grâce. Le policier recula contre la paroi de fer. Il sut qu'il ne lui restait qu'une poignée de secondes à vivre. Bizarrement, ses pensées le ramenèrent à la bibliothèque de Pyrrhus Lincoln. Il revit les théories de livres poussiéreux, tandis que les notes irréelles de la musique de Mozart se recomposaient dans son cerveau. Cette étrange interférence le troubla. Au même instant, un octambule plus puissant que les autres se frayait un passage, imposant sa prééminence aux autres, et s'approcha de l'édico, avec un mélange de gourmandise et de curiosité. Ses petits yeux noirs disparaissaient sous des replis scameux. Il allongea son révoltant faciès avec un halètement rauque qui trahissait son excitation meurtrière. Un dard noir perça de sa gueule triangulaire. L'édico anticipait déjà l'instant fatal lorsque le panneau contre lequel il s'appuyait se déroba soudain. Il partit en arrière et se retrouva sur son séant. Avant qu'il ait compris ce qui venait de se passer, le sas s'était déjà refermé. Le bâton fut ébranlé par des martèlements féroces, puis un concert de ululements dépités s'éleva. Ils savent tenir la note, railla une voix familière dans le dos du policier. L'ennui, c'est qu'ils n'en connaissent qu'une seule.